Deuxième partie de notre émission l'FC sur Africa 24. Encore une fois, bonsoir à tout le monde entier qui nous regarde comme tous les jours. Et dans cette deuxième partie, nous parlerons du dossier avec la professionnalisation du football sur notre continent. Y a-t-il urgence? Nous verrons ça dans quelques instants et nous parlerons aussi de formation. Parmi nos invités, eh bien, comme dans la première partie, Michel Kolani, consultant de sport. Il est togolais, donc un petit plan sur Michel. Et Charles Toplé, que je ne vous présente plus, il est connu et il est passé chez nous à plusieurs reprises. Et puis Nordine Kourichi, lui, ancien pro dans le championnat de France. Il a été ancien international aussi, entraîneur adjoint de l'Algérie. Il a joué dans de grands clubs comme Valenciennes, comme Bordeaux, mais aussi Lille. 30 sélections avec les Fennecs. C'est quand même pas mal. Hein. Vous avez gardé les épaules carrées. Hein. Oui, oui, bien sûr. Votre spécialité, je me souviens, j'écoutais beaucoup à la radio des matchs, vous taclez, personne ne passait. Exact. Voilà. Ah ouais, voilà. Mais maintenant, je crois qu'avec les nouvelles règles, ça aurait été difficile de continuer à tacler comme j'ai taclé. Vous mesurez combien 1m93. 1m93. Après, ce n'est pas une question de grandeur, c'est une question d'un état d'esprit. Quand on est défenseur et on adore... Un bon défenseur, c'est quoi? C'est... le joueur qui adore les duels. Et moi, j'adorais les duels. J'adorais aller dans le 1 contre 1 parce que j'adorais ça. Donc, moi, je définis un bon défenseur, c'est quelqu'un qui adore les duels. Oui, vous n'avez pas vu jouer, vous n'avez pas eu l'occasion de voir jouer Charles. Non, Charles aussi, c'est un sacré monsieur. Oui, oui. C'est la plus grande déception. Je l'ai vu jouer. J'ai joué même avec lui. Nous allons nous adresser aux internautes tout de suite. Alors, faut-il professionnaliser l'ensemble du football africain? Vous intervenez sur notre Facebook, Africa24 TV, ou le hashtag Africa24. N'hésitez pas. Nous allons tout de suite ouvrir le dossier de ce magazine. Le problème touche l'ensemble du football africain. Les jeunes joueurs et les meilleurs sont obligés de partir pour gagner leur vie ailleurs. C'est peut-être un gros problème. On verra. On aura des explications avec nos invités dans quelques instants. Mais voyons tout d'abord ce sujet qui a été préparé par la rédaction d'Africa 24. La CAF, Confédération africaine de football, a fait de la professionnalisation du football l'une de ses priorités, avec comme objectif de poursuivre le développement du sport roi sur le continent. Cette démarche offre sans doute une kyrielle d'opportunités. Elle permet, entre autres, d'encourager les jeunes à évoluer dans leur pays et par conséquent de contribuer à la résorption du chômage. Depuis quelques années, on constate que le football est devenu un véritable business, une entreprise. Quand on parle de professionnalisation, l'État se met, surtout les États africains, peut considérer le football comme du business, comme une entreprise qui peut même freiner l'immigration clandestine. Je pense que c'est une bonne chose parce que les footballeurs sur le continent auront un salaire à la valeur de leur talent. Toutefois, nombreux sont les obstacles qui freinent l'expansion du football professionnel en Afrique. Hormis quelques rares pays, la qualité des infrastructures sportives et de formation, des pelouses en particulier, n'est que très peu réunie. Des obstacles qui s'expliquent souvent par la réalité économique de la plupart des pays africains. En Europe, par exemple, on a développé un système, le naming permet à des clubs professionnels d'avoir suffisamment de moyens pour la mise en œuvre de leur politique. Il y a des sociétés un peu partout sur le continent africain. Ces sociétés-là doivent en réalité investir aujourd'hui dans le football pour que le football africain se professionnalise davantage. Outil principal de l'instauration du football professionnel, le système de licence de club a été placé par la CAF au premier rang des priorités pour le cycle 2015-2020. Ce système définit les critères de participation que doivent remplir les clubs en vue de leur rayonnement sur l'échiquier mondial. Voilà pour le sujet. Nous allons retrouver le débat juste après ça. Alors, monsieur, je vais vous demander d'être court et précis pour vos explications, pour que tout le monde puisse avoir la parole sur cette question. Michel, je m'adresse à vous tout d'abord. Quel problème qui se pose pour que le football passe professionnel un peu partout sur le continent? On sait que certains pays l'ont adopté déjà, comme l'Algérie, le Maroc. Il y a d'autres qui font du semi-professionnalisme, pour certains clubs comme la Côte d'Ivoire, peut-être avec la SEC, comme d'autres pays. Alors, explication de votre part, pourquoi on ne devient pas comme l'Europe, par exemple? Déjà, avant de faire comme l'Europe, déjà, il faut que la fédération s'organise, qu'on met des gens compétents, qui connaissent le milieu.
Parce qu'aujourd'hui, le football que nous on voit, c'est du football business. Et un exemple tout bête, c'est que dans un pays, il y a des clubs qui n'ont pas des structures, qui n'ont pas des moyens au niveau financier. Mais au lieu que la fédération demande un partenariat avec les sociétés, parce qu'aujourd'hui, les sociétés peuvent sponsoriser les clubs en Afrique, on les interdit de ne pas financer. Du coup, il y a certains clubs qui se débrouillent par leurs petits moyens, alors que la fédération, c'est son rôle. Aujourd'hui, on veut que le football devienne professionnel en Afrique. Pour moi, ça va être un peu compliqué dans certains pays. Charles, votre avis sur la question, est-ce que vous êtes de l'avis de Michel? On parle beaucoup de naming, c'est-à-dire du partenariat, du sponsoring. Est-ce que les sponsors ont un peu peur, sont frileux? Moi, je vais répondre rapidement parce que sur ce même plateau, on l'a dit maintes et maintes fois que si on veut vraiment professionnaliser le football en Afrique, il faut d'abord que le pouvoir public aussi apporte quand même quelque chose. Nous savons très bien qu'il y a des gens, il y a des sociétés, des gens qui sont très riches en Afrique. Mais le problème est quoi? C'est-à-dire que les gens ne veulent pas aller vers les clubs parce que quand on va vers un club et qu'on veut mettre ses biens à la disposition d'un club pour créer des infrastructures, on va faire l'état des lieux tout de suite, on dit mais où est-ce que tu as trouvé l'argent? Et donc, vous avez déjà ce problème fiscal, de fiscalité qui s'impose. À un moment donné, il faut quand même que les gens comprennent. La fédération fait l'état des lieux. Il sait très bien qu'on n'a pas des infrastructures. Il sait très bien qu'ils viennent tous en Europe ici pour voir comment le professionnalisme fonctionne. Et de grâce, mais que ces messieurs-là retournent et qu'ils ne mettent pas tout ça à la disposition des clubs et des gens qui ont envie de faire quelque chose, on ne deviendra jamais professionnel. Je suis désolé, je reviens même du Togo. Je reviens du Togo, ça fait juste une semaine. Vous êtes déçu? Je suis très déçu. Je suis très déçu parce que la fédération doit faire un effort pour que les gens qui ont de l'argent et qui veulent venir faire quelque chose, et qu'on libère un peu le football. Okay. Ça, on ne le libère pas. Je suis désolé. Je pense que Maître Kourichi va prendre le relais parce que lui, il est encore mieux documenté. Oui, justement. Nous allons écouter Nordine sur ce sujet. Nordine, pourquoi toute l'Afrique ne se professionnalise pas tout simplement pour que le football puisse sortir, puisse... Alors maintenant, un peu, quoi. Je commencerai à vous demander qui a gagné la Coupe du Monde en 2018? C'est la France. Regardez bien tous les joueurs qui ont composé cette équipe. Ce sont quasiment des Africains. La plupart, ce sont des Africains. Des Français d'origine africaine. Alors beaucoup sont obligés de s'expatrier, de partir. On peut citer quelques noms, peut-être Nordine. Il y a Pogba, moi, j'avais fait l'équipe. Quand on regarde bien, il y a Umtiti, Cameroun, Matuidi, Angola, Tolisso, Togo, N'Golo Kanté, Mali, Mbappé, Cameroun, Dembélé, Mali, Pogba, Guinée, Mendy, Sénégal, Sidibé, Kimpembe, Mandanda. Tout ça, c'est une équipe d'origine africaine. Donc il faut vite passer au professionnalisme. Alors, qu'est-ce qui bloque Nordine? Maintenant, je dis une chose. Un continent, un pays qui oublie ses enfants est un pays qui n'a pas d'avenir. Parce que c'est la jeunesse qui fait tout. C'est la jeunesse qui fait tout. Et vous avez oublié Fekir aussi. Hein. Fekir, j'avais oublié Fekir. Bon, bref, pour vous dire que la France, il n'y a pas mieux que la France pour venir s'enrichir. Donc, mais avant de parler de tout ça, je voudrais parler du professionnalisme. Mais avant de parler de professionnalisme, il faut former des formateurs. Il faut former des formateurs pour les jeunes, parce que ce sont les jeunes que l'on va former professionnellement qui seront après dans les clubs professionnels. Parce que professionnel, c'est quoi ? C'est un métier professionnel. Et pour être professionnel dans ce métier-là, il faut avoir une formation. Et à l'heure actuelle, que ce soit dans n'importe quel pays en Afrique, et même en Algérie ou au Maroc, dans le Maghreb, l'homme le plus important du football en Afrique, surtout, ça doit être le DTN, le directeur technique national. C'est à lui de mettre une politique de formation. En Afrique, il y a des gamins qui ont, quel âge ? 7 ans, 8 ans, 9 ans, qui ont une technique. C'est inné.
Mais à côté de ça, il faut un suivi, il faut une formation, il faut les former, il faut les suivre, ces gamins-là. Les gamins de 12-14 ans, ils ne font pas de compétition, et c'est malheureux. La compétition, elle doit commencer vers les 14-16 ans. C'est là qu'il faut faire de la compétition. Donc, moi, je dis qu'à l'heure actuelle, dans tous les clubs africains, l'homme le plus important de leur pays, ça doit être le DTN. Il y en a pas. Est-ce que tous les pays n'ont pas de DTN? Bien sûr. Messieurs? Moi, il n'y a pas beaucoup. Parce qu'on en a parlé ici de la DTN. Parce que moi, je me souviens, une année, on m'avait sollicité pour... Alors, pour nos téléspectateurs, c'est la direction technique nationale d'un pays. Voilà. On m'avait sollicité parce qu'il y a un pays qui cherchait un sélectionneur. J'ai dit, mais ouais, sélectionneur, oui, mais il faut un DTN. Première chose, c'est la DTN. Sélectionneur, ça, c'est la DTN, c'est lui qui a... Non, mais... Alors pourquoi il n'y a pas de DTN? Non, mais bon, je suis très d'accord avec Nordine. Je suis tout à fait dans son sens à lui. Mais la formation, la volonté politique, si le pouvoir public n'a pas cette volonté-là de mettre les moyens à la disposition donc, des gens qui vont être formés pour développer le football, vous n'y arriverez pas. Donc on est très loin. Parce qu'on est très loin. Parce que ce qui nous manque aujourd'hui, ne nous voilons pas la face, c'est que la compétence, les gens sont compétents pour pouvoir aller travailler, développer tout ce qui est formation et autres. Mais si ceux qui sont à la tête donc, de la fédération ou de l'État ne décident pas, ou le ministère de la Jeunesse et Sport, on a beau mettre un DTN, ben, si ces gens-là ne veulent pas vous donner les moyens, en passant par les infrastructures, pour former quelqu'un, il faut lui donner des moyens. Les gamins jouent sur des terrains qui ne sont pas adaptés, comme il a dit Nordine tout à l'heure. Mais là, je dis que je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais avant de former, il faut qu'il y ait la volonté politique, la volonté donc de la fédération, et que ces gens-là qui sont élus et qui viennent ici se former, qui regardent ce qui se fait ici, quand ils retournent chez nous, ils ne le mettent pas à la disposition de la population. Charles. On a bien compris. Alors, Nordine, ça signifie que les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui vont continuer à soit garder la nationalité, peut-être ceux qui vivent en Europe, parce qu'il n'y a pas que la France. Hein. Il y a des Suédois, il y a des Allemands, des jeunes joueurs de couleur, comme on dit souvent, des jeunes Africains qui jouent pour ces pays. Alors, ça signifie qu'ils se désintéressent, ils ne veulent plus jouer pour le cœur, parce qu'il n'y a pas les moyens qui suivent. Alors maintenant, on va parler directement. L'Afrique, c'est un noyau qui est immense. Pourquoi? Parce que on sait très bien, c'est que c'est dans la masse qu'on arrivera à tirer l'élite. Et l'élite, c'est l'équipe nationale. Donc, l'Afrique est gorgée de talents, de gamins qui pensent tous les jours à jouer avec un ballon, qui dribble dans la rue, le football de la rue, et tout ça, ça existe. On sait très bien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est commencer par les gamins, c'est-à-dire des gamins qui, au lieu d'être dans la rue, de rentrer dans des clubs, essayer avec des structures et tout ça, et je rejoins. Et les académies servent à quelque chose? Ce sera notre débat la semaine prochaine. Oui, je pense que les académies, c'est un moyen de développer le football en Afrique, oui, alors, exactement. Messieurs, nous avons fait des statistiques, il y a 100 joueurs africains qui jouent dans le championnat de France. 100, c'est beaucoup quand même. Non, mais, José, quand on regarde un peu les académies en Afrique, non, soyons sérieux là, allez faire l'état des lieux des académies. Quand on me parle vraiment des académies, ben, soyons un peu sérieux pour dire que les académies, c'est un monsieur qui va arriver, qui va former simplement dans son coin, par exemple, qui dit qu'il a créé une académie. Ben, non, c'est pas sérieux, c'est pas ça. On parle des vraies académies avec des vrais moyens, des vraies structures, des infrastructures adaptées pour que les gamins, quand ils se lèvent le matin, ils vont à l'école et l'après-midi, ils jouent au football. Il a parlé de l'élite tout à l'heure. Pour amener les gamins à l'élite, il faut faire quoi? Il faut des infrastructures, il faut des gens formés et compétents pour faire le travail. Les académies aujourd'hui en Afrique... il faut surtout qu'ils soient gérés par la fédération. Parce que les académies, il y a toujours des hommes d'affaires qui arrivent et qui achètent une académie, un terrain et qui font. Il faut que ce soit les fédérations des pays africains qui sont sur la responsabilité. Je vais rejoindre un peu Nordine. On avait organisé un tournoi. J'étais venu sur le plateau U17. Ils ont présenté leur académie. Ils sont venus, ils ont participé. Et on avait détecté au moins 15 joueurs, 15 jeunes.
On les a reçus et maintenant, ils veulent savoir comment ça se passe. Tous ils parlent de, mais oui, mais le jeune, s'il signe un contrat à 17 ans, nous on touche quoi? Je dis non. Ce que votre académie, ce n'est pas une académie. Moi, j'appelle ça une école de foot. Parce que vous n'avez aucun structure, vous n'êtes pas enregistré à nulle part. Et que vous dites que si le jeune est pris dans un club professionnel, vous allez toucher 5%. Je dis non, vous ne pouvez pas toucher. Parce que ce n'est pas sérieux. Comme vous dites, la fédération doit prendre ses responsabilités pour pouvoir... Ça doit être une motivation politique. Ça Michel, nous allons laisser le mot de la fin à Nordine Korici, qui est venu spécialement pour nous parler de ça, parce qu'il passera que dans cette partie de l'émission. Nordine, que faudrait-il faire aujourd'hui? Il y a des pays quand même qui ont un statut professionnel. L'Algérie, ça marche bien, visiblement. Le Maroc aussi, ça a l'air de marcher. Non? L'Égypte aussi? Non? L'Égypte, oui. L'Égypte, ils ont quand même une organisation. Ils ont eu des résultats grâce à leurs joueurs qui jouent dans leur pays, et beaucoup. Maintenant, le Maroc et l'Algérie est en voie d'amélioration, mais c'est très peu. C'est très peu. Et je rejoins mon ami. Ça doit être au départ une motivation politique. C'est parce que certaines académies, c'est géré par des hommes d'affaires qui pensent faire de l'argent en essayant de former et de vendre n'importe quoi. Et ça, moi, je pense qu'il faut responsabiliser les fédérations. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'homme le plus important en Afrique, à l'heure actuelle, je pense que c'est le DTN, parce que c'est à lui de mettre une politique technique sur la formation et maintenant, ça demande, c'est sûr, des infrastructures de façon à avoir, surtout à l'heure actuelle, pas le professionnalisme. On met de côté le professionnalisme. On fait d'abord la formation. On forme les jeunes de façon à ce qu'ils deviennent professionnels dans leur pays en Afrique. Dernier mot, Nordine, avant de mettre un terme à cette deuxième partie d'émission. Djamel Belmadi a remplacé Rabat Madjer à la tête de la sélection d'Algérie. Vous avez un petit mot à dire sur les faits? Ah oui, bien sûr, j'ai un mot à dire. Je pense que c'est une nouvelle génération, un nouveau fonctionnement, une formation au niveau, comment dirais-je, de ses compétences, parce que Djamel entraîne depuis 10 ans. Il a quand même une expérience de 10 ans au Qatar. Il a eu une formation qui est la sienne. Et c'est une nouvelle génération. C'est un homme qui connaît bien l'Algérie parce qu'il a été international, il a joué en Europe. Je pense que ça peut être une belle solution à une condition qu'on le laisse travailler. Voilà. Nordine, 1000 fois merci d'être venu. J'aime bien rencontrer les stars sur le plateau de télévision. Et vous en êtes une, comme Charles Topé. Et vous revenez quand vous voulez, parce que c'est vraiment un plaisir de vous avoir et d'écouter des techniciens comme vous. C'est très gentil. Sur le plateau de télévision, et puis surtout s'adresser aux téléspectateurs qui sont nombreux à nous regarder, mais partout dans le monde, hein, aux États-Unis, en Europe, et puis même sur le continent africain. Nordine, bon retour. Merci, sachez que le plaisir est partagé. Merci beaucoup 1000 fois. Et on se retrouve tout à l'heure avec cette fois-ci une dame qui va nous rejoindre, c'est Joëlle Montlouis pour parler du football féminin. Elle a rencontré du beau monde, des personnalités. Elle va tout nous raconter tout à l'heure. Tout de suite.